Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue. On est en train d'accepter tout le monde sur le Teams. Donc, le temps que tout le monde arrive et qu'on règle les micros, qu'on désactive, on va prendre une petite minute pour se mettre en route. Merci d'être parmi nous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous Oui, c'est entend. Bertrand Barieux, Fonda Sud-Ouest. Malheureusement, du fait d'un changement de planning pour une réunion à l'extérieur, je serai obligé de vous quitter à 9h30. Pas de problème. 9h35, dernier carat. Pas de problème, c'est libre. Vous venez, vous repartez. Ouais, désolé. Aucun problème. Par contre, je demanderais bien à tout le monde de désactiver son micro, s'il vous plaît. Pour qu'on n'ait pas de. Et puis nos équipes de chez Pro Bono Lab vont aussi m'aider à faire respecter ce silence. Du coup, je vous propose qu'on se lance. Il est 9h02. Je suis ravie de vous accueillir au sein du club du Pro Bono. Donc vous verrez, il y a quelques pop-up qui vont se faire au fur et à mesure de gens qui se connectent, puisqu'on ne peut pas désactiver la salle d'attente. Donc vous verrez quelques nuisances visuelles et sonores, mais c'est pas grave. J'espère qu'il n'y en aura pas trop d'ici à 9h10, 15. Donc, je suis Agathe, la directrice générale de Pro Bono Lab, et très heureuse de vous accueillir pour cet événement en ligne avec nos intervenants et intervenantes que je vais présenter juste après. Quelques éléments donc, de rappel. Vous avez été très nombreux et nombreuses à vous inscrire. On proposera un replay pour que celles et ceux qui n'ont pas pu être présents puissent revoir l'événement. Je rappelle que c'est un moment qui va durer 1h30. Je vous propose de mettre vos questions, interrogations dans le chat parce que je ne suis pas certaine qu'on arrive à répondre à toutes les questions. Mais au regard des interrogations qui se posent, on essaiera peut-être de faire une V2 de cet événement s'il y a matière à créer un tel événement. J'aimerais vous rappeler avant de lancer le débat, l'échange avec nos invités, qui est Pro Bono Lab. Pro Bono Lab, c'est une association qui a 11 ans d'existence et qui a une croyance, c'est qu'on sait toutes et tous faire quelque chose. On a tous et toutes les capacités à s'engager sur notre territoire et auprès d'associations qui ont besoin de nos compétences. Toutes et tous savoir faire quelque chose, ça veut dire qu'on a des compétences. C'est ça une compétence chez Pro Bono Lab. C'est un savoir-faire, un savoir-être et autour de nous, une association d'intérêt général qu'on a besoin pour progresser, se questionner, évoluer, avoir besoin de bras, de temps. Et chez Pro Bono Lab, c'est autour de ça qu'on travaille. Et c'est ça qu'on appelle le pro bono, l'engagement à travers nos compétences. Et notre mission principale, c'est de démocratiser cette croyance, de faire en sorte que toutes celles et ceux qui n'ont pas encore cette idée-là en tête, qu'ils et elles peuvent apporter quelque chose au monde associatif, puissent demain le faire. Donc voilà en quelques mots ce que fait Pro Bono Lab depuis 11 ans. Et on a 3 grands piliers. Un pilier d'action, on va engager des publics et on va répondre aux besoins de compétences des associations, premier pilier. Deuxième pilier, et c'est celui que vous voyez aujourd'hui, un pôle de réflexion, d'étude de l'impact de ce qu'on peut faire. Et le club du Pro Bono en fait partie. Donc, on est là pour réfléchir avec vous et vous partager nos réflexions. C'est essentiel pour nous. C'est tout ce qu'on apprend, on vous le diffusera pour faire grandir la connaissance commune. Et un troisième pôle qui est un pôle de conseil, de soutien aux entreprises pour les aider à engager leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Et comme on aime bien dire chez Pro Bono Lab, à le faire bien, ou en tout cas au mieux. Donc voilà, trois grands pôles chez Pro Bono Lab qui nous amènent aujourd'hui à parler d'un sujet, un sujet qui me tient à cœur, l'engagement, une nouvelle case à cocher. Alors, pourquoi on a choisi de parler de ce sujet chez Pro Bono Lab? On s'est rendu compte que l'engagement était un mot qui revenait tout le temps. Quel que soit le milieu dans lequel on est, associatif, entreprise, vie de citoyen, citoyenne. Et quand un mot revient tout le temps, on se pose la question de ce qu'il veut dire. Donc, l'intention de cet échange, c'est pas tant de vous apporter des réponses sur l'engagement, est-ce que c'est réellement une nouvelle case à cocher? C'est plutôt de susciter l'interrogation, de poser quelques billes de finalement l'engagement, c'est quoi? Est-ce que l'engagement dans le monde associatif,
c'est le même que l'engagement dans le monde de l'entreprise, dans le monde de nos vies personnelles en tant que citoyens, citoyennes. S'engager, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Donc voilà, c'est d'essayer de dessiner un peu la réalité de ce mot. Et pour ce faire, je me suis entourée de 4 intervenants qui vont vous en parler, qui vont vous raconter leur vision, qui vont vous raconter aussi la réalité qu'ils et elles ont croisée dans leur chemin, dans leur parcours professionnel. Et du coup, je vous les présente sans plus tarder. Donc, je m'entoure aujourd'hui et je nous entoure. J'entoure Pro Bono Lab d'Antoine Clément, qui est développeur chez SAP et surtout intrapreneur social depuis, je crois, Antoine, une petite décennie. Merci d'être parmi nous et tu représenteras le monde de l'entreprise, quelque part, mais pas que. Je suis aussi très heureuse de pouvoir accueillir Charlotte Debray. Alors, il y a un gros bruit de fond. Je ne sais pas si l'équipe peut... Ouais, merci. Et il y a un écho aussi, mais je ne sais pas si c'est juste moi. Mais c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Je suis très heureuse d'accueillir aussi Charlotte Debray, déléguée générale de la Fonda, qui travaille autour du monde associatif et de la vitalité démocratique qu'apporte le monde associatif dans notre société. Merci Charlotte de me faire l'amitié de venir aujourd'hui. Très heureuse de t'avoir parmi nous. J'accueille Olivia Ferré, avec qui Pro Bono Lab a beaucoup travaillé, déléguée générale de la Fondation Roule, anciennement Fondation Identicar. Peut-être que d'autres connaissaient davantage ce mot-là, mais Identicar devient Roule. Donc maintenant, Olivia est déléguée générale de la Fondation Roule et s'occupe aussi des questions de RSE. Donc merci Olivia pour ta présence et idem, tu porteras cet aspect fondation, donc intérêt général, mais aussi entreprise, et de voir quel lien tout doucement on fait entre les deux. Et puis, Emeric Marmora, bienvenue à toi parmi nous, ravi de t'avoir aussi, qui est aujourd'hui directeur du Bachelor ACT, récemment créé, qui est une collaboration entre l'Université de Cergy, si je ne me trompe pas, et l'ESSEC, et le Bachelor ACT, en plein dans le sujet de l'engagement, qui est au service des transitions écologiques, citoyennes et sociétales. Et donc, Emeric, tu connais très bien le monde le monde associatif, donc tu le représenteras aussi. Mais surtout, tu vas nous parler du monde de l'éducation, comment on apprend à être engagé. Donc, on a un panel associatif, entreprise, fondation, éducation, tout ce qu'il faut pour répondre à ce beau sujet. L'engagement, est-ce aujourd'hui une nouvelle case à cocher? Et sans plus tarder, je vais proposer à Charlotte de revenir sur l'engagement. Ce que c'est de nous proposer une rétrospective pour que tout le monde partage à peu près un même niveau de connaissance. Et dans la préparation qu'on a eue ensemble, puisqu'on a évidemment préparé ce sujet, on a eu des débats passionnants. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur d'où venait l'engagement et ce qu'il en était aujourd'hui. Donc, Charlotte, à toi la parole. Merci. Gros défi pour moi, Agathe, que de définir ce qu'on appelle un attracteur sémantique, c'est-à-dire un mot que tout le monde emploie sans forcément s'accorder sur la définition. Il y a exemple de écosystème qui voilà, est typiquement un attracteur sémantique ou impact. L'engagement en est un. Et il faut en effet se redonner quelques repères d'ordre étymologique et sémantique. Étymologiquement, l'engagement, s'engager, c'est donner des gages. Donc il y a vraiment une notion de prendre parti et le registre de langage dans lequel l'engagement a été le plus développé, c'est évidemment dans le monde militaire. On s'engageait, engagez-vous qui disait, engagez-vous, ou le mariage, puisque c'est une forme d'engagement. Donc on sent quand même derrière ces registres de langage une notion de soumission, de lien contractuel, voire de soumission, quoi. Et, un contrat tacite entre deux structures ou entre deux personnes morales ou physiques. Donc, du coup, c'est vrai que l'engagement, il y a 20 ans, dans le monde associatif, on parlait de militantisme, on ne parlait pas d'engagement.
dans le monde de l'entreprise, quand dans son bas de CV, on mettait qu'on avait des engagements associatifs, c'était plutôt vu de travers en disant: «Ouh là là, c'est mon futur délégué syndical, il va me casser les pieds». Et aujourd'hui, c'est vraiment reconnu comme une qualité supplémentaire, complémentaire au parcours scolaire et professionnel. On parlait aussi d'artistes engagés, d'intellectuels engagés. Aujourd'hui, on les entend beaucoup moins. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne parle plus de ça beaucoup moins. En revanche, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, l'engagement, c'est devenu un synonyme finalement de responsabilité sociale et environnementale. C'est très souvent rattaché aux logiques d'engagement pour la cité, d'engagement pour l'intérêt général, soit avec une portée purement philanthropique, même s'il y a toujours des contreparties symboliques, soit avec une portée un peu plus business, puisque les précurseurs de la RSE, Claude Bébéar et ses consorts disaient il y a déjà 30 ans, on ne vend rien dans un désert, donc on a plutôt intérêt à ce que notre société se porte bien pour que notre société ou son entreprise elle-même se porte bien. Dans le monde associatif, il y a souvent une confusion entre engagement et bénévolat, tout simplement. Or, c'est pas exactement la même chose. Le bénévolat, effectivement, c'est une forme de travail gratuit au service d'une cause sans contrepartie, autre que symbolique, d'une cause autre que la proximité, les solidarités de proximité familiale et de voisinage. Ça, c'est la définition du bénévolat à proprement parler. Mais tout bénévolat n'est pas forcément un engagement, c'est-à-dire implicitement, l'engagement appelle une forme d'engagement dans la durée, une forme de pérennité. Or, tout bénévolat n'est pas forcément pérenne. On a des travaux variés sur le bénévolat, mais une étude solide sur une base de 5000 personnes qui a été montée par Lionel Proutot en 2017. Montre qu'il y a donc près d'un adulte sur deux, enfin adulte 18 ans et plus, qui fait du bénévolat, 43% en 2017. Ça fait un peu plus de 22 millions de bénévoles, dont 20 millions dans les associations, mais on peut aussi faire du bénévolat de façon tout à fait informelle ou auprès de collectivités publiques, accompagner des sorties scolaires, faire des activités dans une médiathèque, par exemple. C'est aussi du bénévolat. Mais ce n'est pas forcément un engagement pérenne. Les données montrent, les chiffres montrent que le 48% des personnes qui s'engagent considèrent qui font du bénévolat considèrent qu'ils le font de façon très ponctuelle. Et donc, ce n'est pas forcément un engagement dans la durée. Mais voilà pour le retour, enfin voilà, quelques rappels sur cet attracteur sémantique qui est le terme d'engagement. Et ça, c'est très insatisfaisant, ça ne permet pas vraiment de définir exactement ce que c'est. Et je vais tourner autour du pot pendant encore les 10 minutes qui me restent pour distinguer en gros 3 points. Les ressorts de l'engagement, les causes qui mobilisent l'engagement et évidemment les différentes formes. Et je laisserai à Aymeric ensuite le soin de parler de ce que ça produit pour les personnes, pour les structures et pour la société en général. Donc il faut distinguer effectivement les ressorts de l'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher. Très souvent, c'est la cooptation qui est à l'origine de l'engagement bénévole ou de l'engagement au service d'une cause. Et c'est dans plus de 50% des cas, voilà, sur la recommandation de quelqu'un qu'on s'engage dans une association. Donc, il y a sur les ressorts,
à situer un peu sur une matrice virtuelle, on va dire, l'engagement, l'abscisse étant par exemple la liberté et le devoir, c'est-à-dire voilà, l'engagement totalement libre parce que ça correspond à son éthique personnelle, aux valeurs qui nous touchent, ou un engagement qui serait plus de l'ordre du devoir, donc nouvelle case à cocher par exemple, devoir implicite. Qu'est-ce que serait une société où du coup on serait jugé sur notre capacité à apporter des compétences et à se rendre utile. Voilà, donc il y a cette abscisse, liberté, devoir, éthique, morale collective qui motive l'engagement. Et puis, il y a aussi dans les ressorts le fait qu'on s'engage pour soi ou pour un horizon plus large, son quartier, voire carrément changer le monde, transformer la société. Donc, on peut situer aussi son engagement par rapport à cette ordonnée. Je m'engage d'abord pour moi ou d'abord pour une cause d'intérêt général, pour un impact social, selon dans quel monde on se situe. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, on s'engage un peu pour les deux. D'abord pour soi, et c'est le moteur principal, c'est le ressort principal, c'est de se mettre en lien avec d'autres. C'est vraiment le moteur de l'engagement, c'est se mettre en lien, rencontrer de nouvelles personnes, élargir ses réseaux, être dans ce que Roger Su, sociologue, appelle la reliance. Le deuxième moteur le ressort de l'engagement, c'est l'utilité, le sentiment d'être utile, d'où l'importance de mesurer régulièrement ce que produit l'engagement bénévole, l'engagement des personnes et des collectifs. Et puis, accessoirement, ça peut être aussi de prendre des responsabilités, développer des compétences, mais c'est pas la première motivation, même si pour les jeunes, c'est quand même un facteur important. Voilà pour les ressorts. Pour les causes qui vont mobiliser de l'engagement, là encore, il ne faut pas confondre la forme et l'objet de l'engagement, et qu'on y souscrive ou pas. La manif pour tous suscite de l'engagement et du bénévolat et de la militance, comme les marches pour le climat. Donc là, il n'y a pas de jugement sur les causes, mais il y a quand même implicitement dans la RSE, dans notre approche de l'intérêt général, cette notion de dépasser, d'être sur des causes qui vont qui vont être utiles à l'autre, l'altérité, même si soi-même on en retire énormément de choses, il y a cette notion d'être utile pour l'autre, alors certains parlent d'utilité sociale, d'impact social, de bien commun. Là encore, il y a des registres de langage très différents et derrière des idéologies très différentes. Mais voilà, il y a cette notion d'intérêt général ou d'impact social. Il y a une notion de contrepartie symbolique qu'on attend, mais il y a aussi cette notion de prendre parti pour une cause. Voilà, s'engager, c'est aussi prendre parti pour la cause des migrants, pour la cause de la lutte contre l'illettrisme, etc. Donc ça, c'est une immense diversité de causes, mais il y a cette notion d'intérêt général et de recherche de sens dans un monde qui quand même est traversé par des transitions multiples et très, qui s'accélèrent de plus en plus vite. Et donc, ce qu'on observe, c'est quand même que l'engagement va d'abord
enfin, le bénévolat va d'abord se tourner vers des causes plutôt sociales ou sportives d'ailleurs. C'est pas péjoratif que de dire ça, mais le bénévolat se concentre sur des activités à caractère récréatif sans que ce soit péjoratif de ma part. C'est pas du tout péjoratif dans la mesure où ça permet de tisser du lien, de retisser du lien dans des quartiers ou dans des zones rurales où l'isolement est un vrai fléau. Et donc, c'est important aussi de... Voilà, j'ai entendu, merci. Et donc sur les formes, je vais pas m'étaler, mais il y a évidemment une immense diversité de formes d'engagement ponctuels, réguliers ou gradués, collectifs ou individuels, très inclusifs, en faisant très attention à ceux qui n'ont pas les mêmes capacités au départ de pouvoir s'engager au service des autres. Et puis, évidemment, il y a cette importance des acteurs de l'intermédiation qui vont, comme Pro Bono Lab, comme France Bénévolat ou Passerelle et Compétences, jouer un rôle clé dans la rencontre entre l'envie de s'engager et cette concrétisation, que ce soit utile au plus grand nombre. Et je passe, et j'ai à peu près écoulé mon temps, donc j'espère que j'ai été... Merci, parfait, Charlotte. Merci beaucoup. Juste avant de donner la parole à Aymeric, et du coup, on parle d'engagement, on parle de bénévolat, on parle de militantisme. C'est des mots qui sont, voilà, tous qui ont des réalités un peu différentes, et c'est l'occasion, ça a été l'occasion de revenir un peu là-dessus. On parle d'un axe entre liberté et contrainte. Donc là, on arrive dans l'engagement, doit-il toujours être libre ou peut-il être contraint, dans le pour soi ou dans le collectif. Et on continue de creuser un peu ce sujet. Et du coup, Aymeric, effectivement, je te renvoie la balle sur finalement l'engagement. Qu'est-ce que ça produit? Comment tu pourrais nous préciser cette idée-là, et au point d'initier un bachelor acte qui est censé créer de l'engagement pour le monde de demain. Donc, je te renvoie la balle. Merci Agathe et merci Charlotte pour cette introduction sur ce que c'est que l'engagement, essayer de le définir, hein, c'est quelque chose de pas évident. Moi, peut-être ce que je peux apporter, c'est un témoignage. Mon premier acte d'engagement a été à l'âge de 22 ans, 21 ans même, le jour où j'ai créé une association de solidarité. Donc, j'avais pas eu la cooptation et j'avais pas d'amis qui m'ont amené finalement dans une action de solidarité à travers une association, et j'avais cette sensibilité-là et j'ai saisi l'opportunité avec un copain pour créer cette association. Et en fait, là, c'est engendré une aventure en fait de 3 ans où j'ai eu énormément finalement ça m'a donné beaucoup de travail, beaucoup de rencontres, et donc je retrouve tout à fait cette notion de reliance, et surtout ça a donné, je l'ai fait quand j'étais étudiant, ça a donné du sens à mes études. Donc je faisais des études de gestion, et donc avec du commerce, du management, de la finance, de la gestion, de la communication, et finalement je trouvais tout ça intellectuellement passionnant, mais il me manquait du coup du sens et de la résonance avec mes valeurs. Et le jour où j'ai créé cette association-là, j'ai commencé à trouver justement du sens à ce que j'étais en train d'apprendre finalement dans mes études, puisque la mise en application, j'ai pu le faire justement dans cette association de solidarité, et donc de la communication pour aller chercher des partenaires, pour mobiliser d'autres acteurs, la partie gestion, faire un budget, le fait de mettre en mouvement tout ça. Ça m'a permis de mieux apprendre. Et je suis passé d'un élève assez moyen à un très bon élève parce que j'avais du sens. Et puis, ça m'a permis d'avoir justement des actions de solidarité. Et de là, j'ai compris que finalement, les compétences, on en avait le choix de l'usage, on avait le choix de quand on peut avoir ce choix-là, c'est quand même une chance, mais de se dire à quoi je vais utiliser mon temps et mon temps de travail, à quoi ça va servir. Donc, ça a été une première interrogation. La deuxième, c'était de me dire, en fait, ça m'a donné confiance dans mon pouvoir d'agir. Et de dire, en tant qu'individu, en fait, je peux agir dans cette société. Je peux œuvrer pour une vision de la société que je peux avoir, et je peux contribuer à mon échelle à transformer, améliorer, contribuer à mon échelle finalement à cette société. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'engagement, je le lie aussi aux valeurs. Donc, les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc, il peut y avoir l'envie, je peux avoir envie de faire des choses, et puis il y a aussi cette capacité, en tout cas ces opportunités qui vont traduire cette envie en action et en mouvement. Et pour ça, il y a besoin d'espace.
moi j'ai pu le faire, j'avais des études, donc j'avais un espace physique, un espace-temps, un espace mental. Et de la même manière, quand on va être en entreprise, il y a aussi quels sont les espaces qui sont libérés, qui sont créés justement pour développer de l'engagement. Mais ça, je pense que Antoine et Olivia pourront y revenir. Donc, l'engagement, je le lis sur les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi? Je le lis aussi beaucoup sur ses causes, causes sociales, et donc il y a aussi sa sensibilité. Finalement, quand on quand on regarde son histoire personnelle, quand on regarde ce qui se passe autour de soi, qu'est-ce qui nous touche particulièrement? Quelles sont les causes, les enjeux, les problématiques qui résonnent, qui nous motivent ou qui nous mettent en colère? Et donc ça aussi, ce sont des indices pour moi qui peuvent justement aider à trouver un chemin qui va être celui de l'engagement et donc de pouvoir mettre en relation ces valeurs et ce qui est important pour soi. Ensuite, ce que j'ai constaté, c'était que l'engagement, en fait, la mise en mouvement, la prise de responsabilité, le fait d'agir pour ce qui est important pour soi, va être générateur de pouvoir d'agir, mais va être aussi générateur de compétences. Et donc, je l'ai vu, moi, quand j'étais étudiant, et puis je l'ai vu aussi quand j'ai dirigé Enactus France, où, en fait, on a créé justement des programmes d'accompagnement pour des lycéens, pour des étudiants, à peu près 2 à 3 000 par an. Et donc, on est allé mesurer finalement les compétences que l'engagement pouvait générer. Et donc, il y a en effet le fait d'être utile, c'est une chose, le fait de se mettre en reliance, tu en as très bien parlé, Charlotte, mais il y a aussi des compétences dans travailler avec les autres, gérer un projet, développer sa posture, qui est important, son écoute, et puis après des compétences plus techniques qui peuvent être liées aussi au rôle qu'on peut prendre dans un projet d'engagement. Et donc, voilà, l'engagement va être aussi générateur de compétences quand on est jeune, mais aussi quand on est un collaborateur dans une entreprise. Nous, on en mobilise à peu près 600, on en mobilise à peu près 600 par an chez Enactus, et on a aussi mesuré finalement l'acquisition des compétences, des savoir-être qui vont avec. Mais je pense que là aussi, Antoine et Olivia pourront y revenir. À tel point que le parti pris, c'est de se dire, en effet, s'engager, ça s'apprend, finalement. Et c'est pour ça qu'avec l'ESSEC et avec CY, Cergy par Université, on a décidé de créer en fait une formation pendant 3 ans où on va apprendre pas simplement à s'engager, en fait, on va apprendre les compétences nécessaires justement à agir pour les causes sociales et environnementales, que ça soit dans une entreprise, dans une collectivité ou dans une association. Et donc, finalement, cet engagement, en fait, agir pour des causes, pour la transformation de notre société, pour avoir un monde qui soit plus juste, plus égalitaire, plus durable, ça nécessite un certain nombre de compétences. On en a identifié quelques-unes. Et la première, c'est déjà de comprendre de quoi on parle. Et donc, important, avant d'agir dans un écosystème, déjà d'avoir des clés de compréhension. Et pas arriver avec des grosses bottes, des gros sabots et dire « ah, j'y vais ». Donc, c'est déjà, c'est comprendre. Alors, nous, on va l'aborder sur 4 niveaux, comprendre le système Terre, et quand on parle de changement climatique, de quoi on parle concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau du système Terre. Donc, on va avoir des cours un peu de biologie, de physique, de chimie, pour déjà décrypter ces enjeux à ce niveau-là. Deuxième, c'est de comprendre à l'échelle de la société. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une société? Qu'est-ce qui fait que des humains agissent et vivent ensemble? Et puis d'aborder les notions d'égalité, d'inégalité, de discrimination, de pouvoir, et donc vraiment d'avoir des cours à la fois de sociologie, mais aussi de sciences politiques, pour arriver à décrypter la société. Après, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'échelle d'une organisation. Donc ça, c'est important quand on agit dans une entreprise, une collectivité, une association. Ça veut dire quoi, la transformation, l'accompagnement au changement? Et donc là, on va avoir plus des cours de management, de sociologie des organisations. Et puis important aussi, c'est à l'échelle de l'humain, et donc c'est important de savoir ce qu'il y a à ce niveau-là, et donc les biais cognitifs qu'on peut avoir, les freins au changement, les peurs inhérentes à tout ça. Et donc des cours un peu plus de sciences cognitives, de psychologie, de philosophie vont être aussi abordés. Et puis agir finalement pour une cause, c'est souvent le faire avec les autres. Et donc ça nécessite aussi des postures d'écoute, d'enquête, d'analyse des situations. Et donc on va avoir aussi des cours sur de la méthodologie de la recherche, méthodologie de l'enquête, capacité à évaluer l'impact social, environnemental. Et puis un certain nombre de cours sur de la gestion de projet, du design, de produits, de services, des notions de management, de gestion, de capacité à prendre la parole, de décision, de gouvernance aussi, qui sont aussi, à mon sens, importantes, tant quand on est à l'échelle de l'entreprise qu'à l'échelle d'une association. Et puis, point important, on a parlé des valeurs et de ce qui est important pour soi. Je crois que l'engagement peut permettre ça, mais c'est aussi d'apprendre à bien se connaître, et donc d'avoir aussi être assez au clair sur pourquoi on agit déjà. Il y a forcément, tu en parlais Charlotte,
on agit pour une cause, mais on agit pour soi. Quelque part, il y a aussi toujours une résonance avec ce qui me motive ou ce qui est important pour moi. Et donc, c'est assez au clair sur quoi on veut agir, pourquoi est-ce qu'on veut agir, d'où viennent ces motivations-là, et d'être au clair avec son histoire. Et puis d'être assez au clair sur finalement ce qu'on peut apporter, sur ce qu'on a envie d'apporter. Il y a son temps, il y a ses qualités, ce qui nous anime. Et alors nous, comme on s'adresse à des jeunes, il y a aussi comment de cette envie d'agir pour une société plus juste, plus durable, en fait, quel va être son projet d'avenir à travers ça? Quelle va être la place qu'on souhaite prendre et de pouvoir donner à la fois les clés, les méthodes pour justement amener des jeunes à construire leur projet d'avenir à travers leur envie d'engagement, mais aussi ce qui est important pour eux dans les autres dimensions de l'être. Donc voilà ces différents mécanismes-là. Merci beaucoup, Aymeric. Je trouve ça hyper percutant de t'entendre nous dire que l'engagement, ça s'apprend. Il faut un espace pour s'engager et qui dit espace dit se donner des moyens, de savoir pourquoi on s'engage. Donc là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Quid du monde de l'entreprise? Donc là, je vais me tourner vers Antoine et vers Olivia. Et puis, Antoine, je vais te proposer de commencer cette nouvelle perspective. Donc, on parle de savoir-être, on parle d'enseignement, on parle d'apprentissage de l'engagement. Qu'est-ce que toi, tu vois dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as tenté? Et puis, Olivia, je pense que je te poserai à peu près la même question juste après. Merci Agathe et merci Aymeric pour le petit coup de pression sur les points sur lesquels il faut revenir, il ne faut pas qu'on oublie. Donc je vais parler de mon expérience personnelle. En fait, j'ai découvert l'engagement via l'entrepreneuriat social. Ce sont des entrepreneurs accompagnés généralement par le réseau Make Sense ou la Ruche. Et j'ai rencontré ces gens-là il y a une petite dizaine d'années via un partenariat entre mon entreprise et Make Sense. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des gens qui avaient beaucoup de convictions, qui avaient beaucoup de passion et beaucoup d'énergie, mais que finalement, dans le lancement de leur projet, il leur manquait des compétences que moi j'avais. J'ai vécu ça un peu comme une énorme frustration. Je me suis dit, mais moi, je peux les aider en fait, parce que ce qu'il leur manque, je sais le faire. Et donc, c'est intéressant ce que disait Charlotte, la cooptation. Moi, j'ai été un peu le copain qui coopte les autres, qui dit, allez, viens, on va chez Make Sense, on va aider des entrepreneurs sociaux, on prend du temps et on va faire ce qu'on peut avec nos compétences pour leur donner un petit coup de pouce sur leurs projets, qui sont toujours des projets à visée sociale, écologique. Enfin, c'est des valeurs vraiment qui me parlent beaucoup. Et donc, on a commencé comme ça, en petits groupes. On allait chez Make Sense une journée, on essayait d'aider. Et au fur et à mesure du temps, il y a plus de gens qui ont voulu aider. Les entrepreneurs sociaux ont voulu aussi avoir des coups de pouce plus réguliers. Et donc, on a structuré ça en un programme d'accompagnement. Donc là, c'était beaucoup plus réfléchi, avec beaucoup plus de communication. On est passé de la machine à café à on occupe toute la cafette. Et donc, on a essayé d'accompagner des entrepreneurs sociaux en phase de démarrage par des collaborateurs SAP. Alors, ça regroupe tout le monde, hein. Il va y avoir de la com, il va y avoir du technique, des commerciaux. Enfin, je pense, je suis d'accord avec Agathe, et avec tout le monde ici, on peut tous aider en fait. Et dans cette aventure d'engagement, on a commencé tout petit, on a structuré, après on a essayé de montrer la valeur que ça avait avec des mesures d'impact. Et je pense que ça, c'est un des outils les plus importants finalement pour montrer finalement l'intérêt de l'engagement interne et externe. Et puis même essayer d'établir des collaborations avec certains entrepreneurs sociaux. Et pourquoi je pense que cet engagement chez nous, SAP, et chez moi en particulier, ça a été une dynamique. Ça a été quelque chose qui a commencé et qui a grandi. Et je pense qu'en entreprise, c'est une dynamique qui est très facile finalement à initier. Pourquoi c'est facile? Parce qu'il y a un cadre. L'entreprise propose du temps dédié, propose même souvent des causes pour lesquelles on peut s'engager. Moi, j'ai commencé via un partenariat avec Make Sense. Finalement, c'est l'entreprise qui m'a amené Make Sense. Je ne suis pas allé les chercher. Et donc, il y a tout ce cadre qui est créé, qui est disponible pour les collaborateurs sur leur lieu de travail. Donc, c'est hyper facile. Il suffit de dire à la cafette, viens, j'ai un super entrepreneur qui propose un projet sur l'insertion, il a besoin de toi.
Et quand j'ai dit à quelqu'un dans ma boîte, on a besoin de toi, jamais personne ne m'a refusé le coup de main. Que ce soit un grand directeur ou une grande directrice au niveau Europe ou que sais-je, toujours les gens, ils ont pris, ok, je prends une petite demi-heure, je prends 1 heure, attends, je regarde ça ce soir. Enfin, moi, j'ai retrouvé vraiment cette volonté d'aider son prochain à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, c'est très facile, c'est sur le lieu de travail, c'est borné, le contexte existe. Et en plus, on peut tous aider parce qu'on a tous une expérience, une compétence qu'on peut partager, mais on a aussi un réseau interne dans l'entreprise. Par exemple, si moi je ne peux pas aider parce que je ne connais rien en juridique, il se trouve que je connais des gens qui connaissent des gens qui sont experts dans le juridique. Donc je vais t'amener la bonne personne qui va pouvoir te donner le petit conseil qui va te débloquer pour aller à l'étape d'après. Et donc c'est aussi ce réseau interne, je pense, qui est très intéressant à mettre à disposition des entrepreneurs sociaux ou des associations avec lesquelles on peut travailler. Et donc, moi, je suis très content que tout ce qu'on a fait chez SAP, on a mobilisé entre 8 et 10% de la boîte pour aider une trentaine d'entrepreneurs sociaux par an. Enfin, ça a bien pris. Et finalement, cette dynamique, avec le recul, si elle est très facile à initier, je trouve qu'elle est très compliquée à entretenir, voire à faire grandir. Parce que quand on commence à s'engager, on saisit bien toutes les opportunités de démultiplication qui existent. On se dit, moi, je m'engage, donc j'ai un impact. Si j'engage 5 personnes, je multiplie mon impact par 5. Si j'engage 50 personnes, je multiplie par 50. Et après, on se dit, mais notre filiale France est engagée, pourquoi pas engager l'Angleterre, pourquoi pas engager l'Allemagne, pourquoi pas engager... Bref, on voit qu'il y a énormément d'opportunités de démultiplication, mais en fait, ce n'est pas si simple parce que l'entreprise a une certaine organisation, il y a certains relais internes qu'il faut avoir, certains soutiens qu'il faut avoir. Ces soutiens, ils peuvent être instables. Peut-être que le DG va changer, peut-être que le responsable de la RSE va changer. Il faut aussi des moyens humains pour pouvoir animer toute cette dynamique qui ne sont pas toujours mis sur la table. On dit aux gens, allez-y, engagez-vous. Mais en fait, l'engagement, ça s'apprend, ça s'accompagne, ça s'entretient. Il faut animer cette communauté de collaborateurs engagés, leur proposer différents types d'engagement, courts, plus longs, différentes causes, parce que chacun ne vibre pas sur les mêmes sujets. Apprendre de ses erreurs, essayer d'améliorer les programmes. Alors avec le Covid, je trouve que c'est un très bon exemple. On est passé en virtuel. Voilà, c'est des choses il faut être réactif. Et pour être réactif et continuer à s'améliorer, toujours dans cette optique d'utilité, il faut mettre les moyens humains. Et je pense que l'utilité, c'est vraiment la clé de voûte de tout ça. Parce qu'un collaborateur qui participe à un programme d'engagement, si ce n'est pas utile aux bénéficiaires, il le sent tout de suite. Il se dit, OK, on est tous en train un peu de perdre notre temps et de faire perdre notre temps à une asso qui a vraiment d'autres choses à faire. Et si on n'est pas utile, on ne revient pas. Donc pour que cette dynamique s'entretienne et grandisse, il faut que ce soit vraiment utile. Et pour que ce soit vraiment utile, il faut des moyens de temps, humains, des outils. Il y a des formations qu'il faut avoir sur la posture, sur comment créer des bonnes collaborations aussi avec des entrepreneurs sociaux ou des startups de manière plus générale. Il y a des mesures d'impact. C'est pareil, c'est des outils. Alors, soit ça s'apprend, soit ça se finance. C'est quand même des investissements qu'il faut avoir de la part de l'entreprise si on veut faire grandir cette dynamique. Et je trouve qu'ils ne sont pas toujours possibles. Pas toujours accessible finalement aux porteurs de cette dynamique d'engagement et aux porteuses. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, qui grandit, qui est très facile à commencer, mais qui est très compliqué à entretenir et à continuer. J'espère que j'ai pas dépassé mon temps pour cette première question. Et en tout cas, moi, quand on a fait la mesure d'impact, la métrique qui me plaît le plus, pour conclure mon petit point, c'est qu'on a demandé aux collaborateurs engagés chez SAP France, est-ce que vous souhaiteriez continuer cet engagement à titre perso? Et 60% des gens nous ont dit oui. Ce que j'ai découvert là, dans le cadre de mon entreprise, cet engagement pour l'intérêt général, je souhaite le transférer dans ma sphère personnelle. Et je trouve qu'aller chercher comme ça des gens qui s'étaient jamais engagés pour rien, et leur faire découvrir ce monde et arriver à les capter pour qu'ils s'engagent par ailleurs, je pense qu'on a un énorme potentiel d'engagement dans les entreprises pour
construire un peu ce récit de collaborateurs citoyens et de sociétés plus solidaires et plus engagées en général. Merci beaucoup Antoine et tu as répondu à une des questions que j'ai vu apparaître dans le chat sur, l'évaluation d'impact, la fameuse évaluation d'impact et oui, vous en avez fait une chez SAP, donc on va pas détailler ça ici, mais Antoine, peut-être que tu pourras la transmettre, on verra quel lien on peut faire et j'ai vu également dans le chat, quelqu'un proposer, mais finalement s'engager, est-ce que c'est pas un état d'esprit? Avec les mots d'Antoine, quand on voit que, il y a déjà une volonté forte qui part du salarié, quel qu'il soit et qui fait monter un peu cet engagement au sein d'une entreprise, qui essaye de s'en donner les moyens à une échelle individuelle, plus d'autres individus. Donc tout ça, au bout d'un moment, ça fait un amas d'individus qui peut créer un collectif et qui peut impulser une culture de l'engagement. Je pense qu'on peut effectivement parler d'état d'esprit et un état d'esprit, et c'est Olivia qui va nous en parler, ça se crée, ça se pérennise, et ce sont des points quand on a préparé cet échange, qui nous ont semblé absolument essentiels. Donner les moyens de s'engager au sein d'une entreprise, et donner les moyens de prendre soin aussi, du besoin d'intérêt général qu'il y a derrière, parce que c'est ce pourquoi on le fait. Il faut que derrière aussi que ce soit un entrepreneur social ou une association, bah, s'y retrouve également. Et Olivia, tu vas nous parler d'une dynamique que je trouve, essentiel chez Roule, avec un engagement qui est très fort en tant qu'entreprise. Et c'est là où il y a une question que moi je me pose et que je soulève ici, et peut-être qu'Olivia, tu nous aideras à y répondre. Dans les entreprises, qui est-ce qui est engagé? Est-ce que ce sont les salariés? Et du coup, on parle d'entreprise engagée parce que les salariés sont engagés, ou est-ce que c'est une entreprise engagée qui va engager ses salariés? Et est-ce que la réciproque est juste? Donc là, avec Antoine, on a surtout vu l'aspect, les salariés s'engagent et ça crée une dynamique d'engagement qu'il faut entretenir. Avec Olivia, on va voir qu'en fait, le mouvement était presque, autre. Il y a une structure de responsabilité qui a été proposée à des collaborateurs, collaboratrices avec des moyens très importants qui ont été mis en œuvre et Olivia, je te laisse nous raconter tout ça. Merci Agathe, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de témoigner, c'est toujours un plaisir, du chemin qu'on a pris chez Roule, qui est un des chemins, il y en a plein d'autres possibles, hein, le témoignage humble de voilà comment on a fait. On s'est lancé en 2018 dans l'engagement des collaborateurs. Et pour ce faire, on s'est dit, bah, comme Antoine, hein, il faut donner du temps aux collaborateurs. Le but, c'est pas de permettre aux gens de s'engager en faisant des heures sup pour boucler la fin de semaine. Donc, on a proposé un crédit temps, enfin une allocation de temps de travail hein, rémunéré, donc du mécénat et pas du bénévolat. On a lancé ça en 2018 et on a dit à tous les collabs qui le souhaitaient, levez la main, vous pourrez vous engager, soit dans un groupe de travail collectif qui travaille au bien travailler ensemble, au bien-être au travail et au mieux travailler ensemble, donc un peu interne à l'entreprise, soit côté fondation, puisqu'on venait de créer notre fondation qui s'occupe de mobilité solidaire en France. Et donc, on s'est dit, voilà, cette aventure doit être collective, puisque ça fait partie un peu de notre ADN dans l'entreprise, hein, d'avoir un management à la confiance, bienveillant, collaboratif, avec pas mal d'agilité. Donc, c'est assez naturel c'est arrivé de façon assez naturelle qu'on se dise, voilà, il n'y a pas de raison que la fondation, ce soit une nana qui s'en occupe. Et donc, on a envie de proposer aux collaborateurs de pouvoir s'engager dans les projets de mobilité solidaire qui vont être portés par la fondation. Ouais. Je crois qu'il y a un micro pas coupé. Donc voilà, on a lancé ce crédit temps donc, qui aujourd'hui s'élève à 1 jour et demi par mois. Et donc tous les collaborateurs qui le souhaitent peuvent s'engager. Donc ça, c'est le rôle, à mon sens, de l'entreprise, hein, c'est de permettre l'engagement des collaborateurs. Puisque pour qu'un collab s'engage, il faut qu'il le puisse déjà. Premier levier. Et donc, le pouvoir, c'est avoir une enveloppe de temps. Je rejoins Aymeric, Antoine et Charlotte. Ça s'accompagne, l'engagement, ça s'apprend et puis ça s'accompagne. Donc, nous, on a eu plein de mains levées dès le départ, on a été ravis. Et puis, du coup, on a dû apprendre à se mobiliser collectivement, hein, à construire des groupes de travail, rencontrer des associations, trouver une place à chacun. Puisque le deuxième levier, c'est que pour s'engager, il faut le vouloir aussi. Donc, nous, on est parti sur un postulat de l'engagement doit être libre et on s'est dit dès le départ, le collaborateur qui ne souhaite pas s'engager, quelle que soit sa raison, ne doit pas être un moins bon collab. C'est-à-dire que dans les discussions qu'on a eues au lancement de ce crédit temps, il y a plein de gens qui m'ont dit moi, je suis par ailleurs déjà super engagée dans ma vie perso, mais pour moi, c'est ma sphère perso et j'ai pas du tout envie que ça vienne dans le milieu de l'entreprise et ça s'entend tout à fait. Enfin, chacun fait bien comme il veut. Donc, il y a des gens qui vont
vouloir prendre ce jour et demi pour s'engager dans les projets du collectif ou de la fondation, super. Et ben, ceux qui ne le veulent ou ne le peuvent pas, c'est pas des moins bons collabs. Donc voilà, l'engagement est libre et de la même façon, on peut se désengager. Et je dois rappeler très souvent au groupe de travail que quand quelqu'un a envie de partir, ben, il a le droit en fait. Et on ne lui en veut pas pour le reste de ses jours, puisqu'il y a une espèce d'affect évidemment hein, dans les groupes de travail engagés. Et c'est super, c'est une injonction pour un collab engagé dans un projet d'arrêter une mission pour une association. Enfin, il y a un genre d'injonction et c'est pas toujours simple de quitter un groupe de travail engagé. Donc, il faut accompagner l'engagement, mais il faut aussi accompagner le désengagement pour que tout le monde puisse être libre. Il y a aussi des cas de figure de collaborateurs qui ont voulu s'engager et qui, en fait, n'ont pas réussi pour plein de raisons. Pour s'engager, il faut être dans un climat un peu safe. Quand on arrive dans une cause qui nous tient à cœur parce que résonance familiale ou autre, ou personnelle, bah, ça peut être super compliqué à gérer. Et donc, on a eu envie de s'engager pour une cause qui nous est proche. Et puis, quand on est dedans, bah, ça fait écho, ça soulève des trucs. Il y a une gestion émotionnelle énorme à accompagner. Nous, on s'est rendu compte que voilà, on avait des collaborateurs qui, sur le terrain, vivaient des choses compliquées par rapport, par exemple, en visite à domicile pour des personnes isolées de l'ADMR, de l'association ADMR. On a des collaborateurs qui se sont retrouvés un mercredi avec la petite mamie favorite qu'ils allaient visiter tous les mercredis qui était décédée. Et donc, quand un collaborateur se retrouve face à ça, il rentre au boulot à midi avec un choc émotionnel, avec une peine qui l'empêche peut-être de reprendre son boulot à 14 heures, avec un manager qui ne sait pas du tout comment gérer ça parce que ça n'a pas sa place dans l'entreprise habituellement. Et donc, on s'est rendu compte voilà, qu'il fallait aussi libérer la parole et permettre aux gens de gérer ces émotions qui sont positives ou négatives, hein, mais qui peuvent être assez intenses. Et donc, notamment, on s'est dit, il faut une compétence psy. Qui soit extérieure à l'entreprise et il faut créer des groupes de parole où les collabs puissent venir parler de ce qui leur arrive sur le terrain et que ça puisse être accompagné. Donc voilà, un engagement libre mais qui doit être accompagné, on doit lui donner du temps et des moyens. Donc effectivement, c'est un investissement hein, pour l'entreprise. Donner du temps, bah, c'est forcément recruter des gens qui vont faire la prod et l'objectif business pendant que ceux qui ont voulu s'engager ne vont pas travailler au cœur de business de l'entreprise. C'est aussi accompagner ces groupes de travail. Donc, nous, on s'est fait accompagner, et notamment par Pro Bono Lab, puisque la deuxième apprentissage qu'on a fait assez vite, c'est que la bonne volonté ne suffit pas. On peut avoir des collabs hyper motivés et des assos hyper motivés. Mettre en relation les deux mondes, ça s'apprend. Arriver de façon pas trop intrusive pour une asso, en mode je sais, je vais te faire ton business plan et je vais te trouver ton modèle et foutre la grouille dans l'asso, c'est un risque. Donc, il y a une histoire de posture à apprendre, il y a une histoire de j'ai envie de t'aider, mais en fait, si je ne sais pas bien diagnostiquer ton besoin et qu'on ne sait pas très bien se mettre d'accord sur des livrables, bah, la bonne volonté ne va pas suffire. Et on a fait cette expérience, nous, avec une association où on est arrivé un garage solidaire à Nantes, qu'on a souhaité accompagner en gestion de stock. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte, en fait, ils avaient besoin d'un logiciel informatique pour gérer le stock. Et donc, le collaborateur qu'on était allé chercher, qui avait des compétences de logistique et de gestion de stock, n'était pas à même, n'avait pas la compétence informatique pour aider l'asso correctement. Du coup, frustration du collaborateur qui sent bien qu'il n'apporte pas la bonne réponse, frustration de l'asso qui n'a pas non plus la bonne réponse. Et on s'est tourné vers Pro Bono Lab pour se faire accompagner. Et on a découvert qu'en fait, ça existait de faire des diagnostics de mission, qu'il y avait des méthodologies et qu'on pouvait former nos collaborateurs. Et que quand on faisait un vrai diagnostic de besoin, bah, ça aidait à mettre en phase le collaborateur qui s'engage, l'asso qui reçoit les compétences et que les missions se passaient de façon bien plus claire, transparente, qu'on avait un livrable promis, qu'on pouvait se dire il est satisfaisant ou pas, enfin voilà, on avait instauré. Du coup, on a acquis la compétence aussi grâce à Pro Bono et nos missions suivantes ont été bien mieux cadrées et ça a évité pas mal de frustrations côté salarié comme côté association. Donc voilà, ça s'accompagne parce que c'est pas forcément hyper intuitif. Et puis, c'est ce qui est intéressant de faire se parler tous ces mondes, hein. C'est-à-dire que nous, quand on a démarré, on collaborait pas beaucoup avec des assos, on connaissait très peu le milieu associatif. Et donc voilà, c'est aussi un apprentissage d'arriver à collaborer. Et c'est toujours très riche d'enseignement, quoi. Mais effectivement, c'est pas intuitif et c'est pas forcément la bonne volonté qui va faire que le programme va réussir. Je sais pas du tout où j'en suis dans le temps, mais C'est parfait. ouais. Merci beaucoup Olivia et je trouve que tu pointes du doigt, des éléments dont on a parlé, mais tu nous as parlé de liberté de s'engager, donc de vouloir s'engager et c'est une notion qui me semble très importante de relever ici. On entend beaucoup d'entreprises qui
souhaitent être des entreprises engagées et qui ont l'envie d'atteindre, par exemple, 80% de collaborateurs engagés. Ça soulève la question de celles et ceux qui sont déjà engagés à côté sur des causes et qui n'auront pas envie nécessairement de s'engager sur leur temps de travail, et ça doit être respecté. En tout cas, on a l'intuition que ça doit être respecté. Ça pose la question de celles et ceux qui sont au quotidien des aidants et des aidantes. Donc, un père, une mère qui a un enfant avec un autisme lourd, des parents âgés dont il faut s'occuper. Ces personnes-là n'ont pas nécessairement envie de s'engager sur leur temps de travail. Donc, ce vouloir s'engager, il est absolument essentiel, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans cette notion d'engagement en entreprise qui grandit, on doit garder ça en tête. On doit garder cette idée de le vouloir s'engager, il est essentiel, et pour pouvoir s'engager, des moyens doivent être mis en œuvre. Et cette idée quand on croise ces mondes associatifs, entreprises, donc cette idée déjà d'être accompagné, mais ça vous l'avez beaucoup dit, et évidemment chez Pro Bono Lab, on y croit dur comme fer. Créer une passerelle entre des mondes qui se connaissent mal, il y a des acteurs qui le font et qui le font bien, on n'est pas les seuls, il y en a plein d'autres, mais c'est un moment de rencontre qui nous semble essentiel et qui crée une valeur humaine. Mais à côté de ça, tu as parlé finalement d'engagement émotionnel. Et ça, pour le coup, on en parle quand même assez peu en entreprise. Je me permets de le dire en venant aussi du monde de l'entreprise à l'origine, avant d'avoir rejoint le monde associatif. L'émotion, la gestion des émotions, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui n'a pas encore tout à fait sa place au sein du monde de l'entreprise. En tout cas, en discutant ensemble, peut-être que certaines y viennent, mais ce n'est pas encore tout à fait l'apanage d'une majorité des entreprises. Et effectivement, s'engager sur des causes qui nous touchent, revenir ensuite derrière son PC, comme tu le disais, Olivia, et se remettre dans du quotidien, dans un cœur de business qui est très éloigné de ce qu'on vient de voir dans le monde associatif, ça demande à l'entreprise de savoir gérer ça, réintégrer ses émotions, en parler, et de faire la place si on veut réellement avoir un impact positif sur le collaborateur ou la collaboratrice, au-delà de l'impact qu'on pourrait avoir pour l'association qui a été soutenue. Du coup, très rapidement, on se rend compte qu'il faut des outils de management, libérer du temps, donc potentiellement recruter pour aller combler ce temps qui est libéré. En tout cas, c'est ce qui s'est passé chez Roule. Apprendre à gérer des émotions, comprendre des mondes qui n'ont pas les mêmes codes. Question qui dans cette transition que je vais proposer à Aymeric, question qui n'est pas qui interroge réellement, et Olivia, tu t'étais aussi interrogée là-dessus. Finalement, tout ça, qu'est-ce que c'est censé créer, cet engagement? Ça revient un peu à l'idée d'un engagement productif. Là, on est un peu plus avec un câblage entre guillemets entreprise. Est-ce que l'engagement est censé être productif? Est-ce que l'engagement doit être mesuré? Et Olivia, tu nous racontais que vous posiez aussi la question de savoir comment valoriser cet engagement. Est-ce qu'on le valorise à l'échelle individuelle d'un salarié? Mais du coup, quid de celles et ceux qui ne s'engagent pas et qui ne veulent pas s'engager? Ça créerait un déséquilibre. Faut-il valoriser l'engagement à l'échelle collective? Voilà, donc l'engagement doit-il être productif, et pour qui? Aymeric, je te laisse te débrouiller avec ça. Waouh. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais celle que j'ai trouvée intéressante, c'est en fait c'est l'engagement dans l'entreprise. Est-ce que c'est en effet une case à cocher ou pas? En fait, je ne sais pas si le sujet est l'engagement, le sujet est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et donc, c'est une entreprise, quelle que soit son activité, en fait, quel est son impact social, environnemental, comment est-ce qu'elle contribue à créer de la valeur qui soit pas qu'une valeur monétaire, financière, économique, mais qui soit aussi une valeur sociale, voire face à nos enjeux climatiques et environnementaux, comment est-ce qu'elle va contribuer à sa hauteur, non pas à limiter son impact, mais voire à avoir un impact positif sur l'enjeu climatique, mais aussi sur les inégalités, l'inclusion, la lutte contre les discriminations. Donc, pour faire ça, il y a besoin d'engagement. Et donc, quelque part, l'engagement est un moyen, justement, pour l'entreprise de pouvoir développer son impact social et environnemental. Et donc, est-ce que l'engagement doit devenir obligatoire? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on demande à des salariés d'être productifs, d'être présents, de donner du temps à leur entreprise, voire on a des objectifs économiques, commerciaux, etc. Pourquoi? C'est marrant, moi, je suis plutôt du secteur associatif, de l'enseignement maintenant, mais pourquoi ne pas aussi avoir des indicateurs d'engagement, puisqu'en fait, on a déjà plein d'indicateurs économiques et plein d'autres indicateurs.
Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un travail aussi sur la métrique de l'engagement? Voilà. Après, c'est quand même quelque chose qui est délicat, on en a parlé, c'est lié aux valeurs, en fait, d'être engagé parce que c'est une énergie volontaire, parce qu'on a souhaité le faire, en fait, on ne donne pas du tout, ça ne va pas donner le même impact que quand on est obligé et qu'on le fait parce que j'ai un métrique, c'est que je suis évalué sur ça. Mais de la même manière dans son travail, en fait, quand on est obligé de faire quelque chose, on ne met pas le même cœur à l'ouvrage quand on le fait par envie et par motivation. Donc, le fait de mettre de l'engagement dans l'entreprise ne doit pas être décorrélé aussi de l'accompagnement à la motivation pour ça. Ensuite, après, tout ne doit pas se faire dans l'entreprise, et l'entreprise, certainement, ne doit pas gérer 100% des facettes de ses collaborateurs, de ses envies et des facettes de vie. Donc, c'est là aussi, c'est comment est-ce qu'on crée de l'espace. Par exemple, tu as parlé du fait d'être aidant dans la famille. Mais en effet, ça, c'est de l'engagement. Bah, là, l'entreprise, comment est-ce qu'elle valorise cet engagement-là? Donc, ce n'est pas un engagement qu'elle organise, qu'elle structure. Par contre, elle peut valoriser, donner du temps, organiser les choses pour que les aidants puissent le faire et que ça soit pas, ils ne soient pas en tension, parce que ça génère souvent de la tension avec le travail. Et donc, comment l'entreprise accompagne ça? De la même manière, si je suis bénévole ou engagé dans des sujets au sein de ma famille, mais dans ma ville ou ailleurs, comment l'entreprise accompagne ça? Et puis après, il y a celles et ceux qui ne le sont pas encore ou qui ont envie de le faire dans le cadre professionnel, dans le cadre de son entreprise. Et donc là aussi, on en a parlé. On peut avoir justement de l'espace et de l'accompagnement pour ça. Et après, intéressant pour l'entreprise de pouvoir mesurer tout ça, valoriser tout ça sans en faire du social washing ou de l'engagement washing, mais tout simplement aussi pour avoir des métriques qui permettent de s'améliorer. Ce n'est pas simplement valoriser, hein, c'est aussi de s'améliorer, de comparer, et donc de voir aussi dans sa structuration, son organisation, qu'est-ce qui renforce l'efficacité, qu'est-ce qui va permettre que chaque personne va pouvoir donner le meilleur d'elle-même sur des causes qui lui tiennent à cœur, et que l'entreprise donne de l'espace et des moyens pour ça. Je ne sais pas si ça répondait à ta question de départ, mais Merci Émeric. Ça lance cette fameuse idée de critères. Est-ce qu'il faut mettre en place des critères, oui ou non? Quel type de critères? On se rend bien compte dans nos échanges ou en discutant un peu à droite à gauche, et je pense que c'est des choses qui ont peut-être pu vous interpeller aussi. Avoir des critères qui ne seraient que quantitatifs, 20% de collaborateurs engagés, ça peut sembler limité. 20% qui ont quoi? Qui ont cliqué, qui ont fait une mission, 2 missions, 10 missions, qui sont devenus bénévoles sur leur temps personnel ou pas, engagés pour quel type d'activité. Donc disons que ça donne une dynamique. Il y a une porte ouverte, et Antoine, c'est ce que tu me disais, et ça ouvre des portes. Il y a une sensibilisation qui peut être faite, mais entre tout ce qu'on est depuis ce matin et tout ce qu'on est en train de se dire, j'ai l'impression qu'on est en train de redessiner un peu le rôle de l'entreprise, un nouveau rôle. Quand tu parles, Émeric, de pouvoir placer un cadre pour soutenir celles et ceux qui sont aidants, aidantes au quotidien. Aujourd'hui, c'est pas le travail de l'entreprise, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas sa dynamique. Donc, est-ce que ce serait ça, finalement, une entreprise engagée, une entreprise qui donne réellement les moyens à ses collaborateurs, collaboratrices de s'intéresser à l'intérêt général en plaçant ce cadre qu'on est en train de dessiner là dans notre échange? De toute façon, il n'y a pas réellement de réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en construction, et l'idée, c'est vraiment de se dire, ça s'interroge. N'oublions pas de nous interroger, n'oublions pas d'être critiques. C'est quelque chose qui nous est cher aussi chez ProBonolab, c'est que si on veut avancer au mieux ou vers un mieux, continuons de nous poser des questions. Les questions sont saines, et ces échanges qu'on aura au sein du club du Pro Bono seront aussi là pour ça. Se dire, en étant critique, dommage, j'ai oublié l'étymologie grecque, parce que je crois que c'est une belle étymologie, mais c'est pas grave, la critique peut être positive et négative. En étant critique, on continue de construire le chemin sur lequel on est. J'aimerais vous proposer un tour de table final, et ça nous laissera peut-être le temps de répondre à quelques questions. Et du coup, je fais un signe à Charlotte chez nous de Pro Bono Lab pour m'aider à la modération de celles et ceux qui pourraient poser des questions. Le tour de table final, ce serait celui-ci. J'aimerais vous faire réagir à cette proposition. Une société où l'engagement serait obligatoire. C'est-à-dire que pour postuler à un diplôme, il faudrait être engagé. Pour trouver un emploi, il faudrait être engagé. Pour bénéficier d'une réduction d'impôt, il faudrait être engagé. Pour évoluer dans sa carrière professionnelle, il faudrait être engagé et faire la preuve à chaque fois de cet engagement, parce que sinon c'est pas drôle.
Ça semble absurde comme scénario et en même temps, c'est ce dont on parle, injonction à s'engager, contrainte à s'engager. Dans cette idée-là d'une société où l'engagement serait obligatoire, qu'est-ce que ça vous inspire? Et je vous propose de faire un tour de table et on commencera par, celui ou celle qui se sent, partante pour commencer, puis sinon je désignerai quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et surtout, quel point de vigilance vous avez envie là de soulever pour celles et ceux qui nous écoutent? Je crois qu'on est à peu près 80 personnes. Donc cette société de l'engagement obligatoire, inspiration, point de vigilance. Et est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui prend le popcorn? Charlotte, je crois que tu as levé, la main. C'est parti. Je prends le popcorn, j'adore ça. Bah, évidemment qu'une société où l'engagement obligatoire, deviendrait obligatoire m'inspire très peu. Un peu comme la laïcité, on a le droit de croire ou pas croire, on a le droit de s'engager ou pas s'engager et je pense que c'est vraiment, pas très souhaitable, mais enfin, c'est surtout pas le projet de société que je défends. Pour envoyer une question, c'est du coup réfléchir aussi aux notions de désengagement. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va se désengager? Très souvent, ça rejoint cette notion de valeur. C'est à partir du moment où on affiche des valeurs et où on s'en écarte dans la pratique, et ça c'est valable pour les assos comme pour les entreprises, il y a un moment, la sanction tombe, il y a des engagements. Et les gens sont de plus en plus attentifs à cette congruence. Le mot est très vilain, mais entre le discours et la pratique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pour moi, évidemment, les vertus de l'engagement sont hyper nombreuses. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut l'imposer comme une case à cocher. Ça doit absolument rester une liberté. Ça doit aussi rester au service de causes d'abord d'intérêt général, même s'il y a des bénéfices collatéraux pour les personnes et pour les sociétés, les structures qui mobilisent l'engagement. Je pense que ça doit rester d'abord voilà, dans une démarche pour l'autre et donc dans une approche, là c'est vraiment avec ma casquette associative évidemment que je parle, non lucrative. Donc ça ne doit pas devenir non plus un marché, comme le lien social devient un marché, comme voilà, pour moi c'est la ligne jaune, c'est les 3 lignes jaunes, ça doit rester une liberté, ça doit être aussi cohérent que possible en termes de valeurs et de pratiques. Et puis évidemment, ça doit pas devenir un marché. Après, j'ai coutume de dire qu'il faut jamais décourager les bonnes volontés. Et même si on n'est pas tout à fait en accord avec les pratiques de telle ou telle entreprise, et je ne cite personne, mais il y a des blacklists quand même dans le monde associatif très net. Je pense que voilà, toutes les bonnes volontés doivent être encouragées, pas à n'importe quelle condition. Et ça doit être un peu bordé, un peu encadré pour que voilà. Mais ce serait absurde pour moi une société où l'engagement deviendrait obligatoire, où pour avoir le RSA, il faudrait faire du bénévolat. Ça existe déjà dans certains départements. Voilà, une protection sociale sous condition, ça me paraît pas possible. Et surtout, sous cette condition-là, qui est quand même, c'est quand même l'hôpital qui soude la charité, quoi. Voilà, excusez-moi l'expression triviale et je laisse la parole à mes collègues. Bah, je prendrais bien la suite pour faire écho à ce que tu dis sur le désengagement, parce que je trouve que du côté entreprise, il y a quelque chose qui est un peu tabou. C'est finalement quand on a les moyens qui ne suivent pas la communication dans un grand groupe ou une PME ou que sais-je, on trouve des collaborateurs qui sont frustrés parce que ils voudraient faire plus et le cadre ne leur permet pas, ou le cadre n'est pas en adéquation avec leurs valeurs. On parle de greenwashing, purpose washing, ce que vous voulez. Et il y a ce tabou de gens qui partent en fait de ces structures pour aller du côté associatif ou dans d'autres structures plus engagées ou plus en adéquation avec leurs valeurs. Et donc, il y a quand même, je ne sais pas s'il y a des chiffres qui circulent, mais il y a une partie des collaborateurs qui se désengagent au point de quitter l'entreprise. Et donc là, effectivement, dans ce contexte-là, la politique d'engagement de l'entreprise peut être contre-productive.
Et donc, pour répondre à la question d'Agathe, une société où l'engagement serait obligatoire, évidemment, oui et non. Non, parce que en tant que personne qui a créé des programmes d'engagement, avoir quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, c'est pire que tout. Pour l'entrepreneur social ou l'association bénéficiaire finalement de ce mécénat de compétences, on sent bien qu'on dérange. Tout le monde est très mal à l'aise d'avoir un collaborateur au fond de la salle qui est sur son téléphone ou sur son ordinateur qui fait autre chose. C'est pas utile, tout le monde perd son temps, ça met une mauvaise ambiance. Vraiment, on ne veut pas de ça. Il vaut mieux travailler avec moins de personnes, mais avec qui on partage des valeurs et qui ont envie d'être là, plutôt que beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment envie d'être là, mais qui ont envie de cocher une case. Et en même temps, je me dis, si c'était obligatoire, est-ce qu'on n'aurait pas une obligation de moyens? Est-ce que les entreprises ne seraient pas obligées d'allouer une certaine partie de leurs ressources, qui soient financiers et humains, à cet engagement? Ce qui permettrait de mieux l'animer et de mieux faire grandir cette flamme et aussi, d'avoir une certaine obligation de cohérence. Moi, c'est le mot cohérence, j'adore. Voilà. Quand on n'a pas de cohérence, entre, les valeurs ou l'engagement qui est prôné par l'entreprise et surtout son business, parce que je pense que le véritable impact vient aussi du business, de comment l'entreprise crée de la richesse et crée de la valeur. Et quand on n'a pas cette cohérence entre l'engagement et le business, c'est là où on crée des frustrations, du greenwashing et compagnie. Et donc si la société, enfin l'entreprise était obligée d'être engagée, on aurait peut-être une obligation de cohérence. Et on n'aurait pas des moyens, une fondation d'un côté, et de l'autre, un business qui travaille avec des partenaires qui sont contre-productifs d'un point de vue transition écologique ou intérêt social. Et donc, cette obligation, peut-être qu'elle apporterait de la cohérence, et peut-être que ça apporterait plus de moyens finalement à une dynamique qui existe déjà, mais qui est très fragile et qui est très à la peine aussi, parce que, voilà, on va quand même le dire, combien d'entreprises disent on a fait 10 000 heures d'engagement et compagnie. Quand on regarde dans le détail, en fait, il y a une demi-journée par collaborateur et par an, une journée par-ci, une journée par-là. Comment est-ce qu'on crée vraiment de l'engagement quand c'est un jour sur 365? Je pose la question. Donc voilà, il y a une certaine cohérence et un certain investissement qu'il faut mettre quand on veut être au niveau finalement des valeurs et des chiffres qu'on prône, quoi. Et je ne vise personne comme Charlotte, mais bon, je pense que dans les personnes qui sont ici, tout le monde a des exemples en tête. Aymeric, vas-y, je te laisse prendre la suite. Du coup, moi, je vais, pour pas être dans le consensus, je vais aller et pour tirer aussi le fil d'Antoine, je dirais, et si l'engagement était obligatoire? En fait, pourquoi pas? On a parlé, et je pense que Charlotte, tu l'as dit, en fait, quand on a dit l'engagement, on a parlé de sa finalité, de la cause, et on a parlé du bien commun, de l'intérêt général, de la recherche de sens. Bah, en fait, ça, c'est quand même important. On est aussi face à des enjeux qui sont quand même hyper importants, on est dans une urgence. Donc en fait, pourquoi ne pas mettre l'intérêt général, le bien commun, le fait de donner du sens, le fait d'agir sur des enjeux liés à la pauvreté et aux discriminations liées au changement climatique comme étant quelque chose d'obligatoire? Voilà. Donc j'ai envie de dire, l'engagement, bien sûr que ça doit être obligatoire, c'est essentiel. Par contre, peut-être que l'obligation, elle ne doit pas peser sur les individus. Et donc, on ne doit pas obliger un individu à s'engager, et notamment, on l'a dit, parce que quand on ne met pas du cœur à l'ouvrage, en fait, c'est contre-productif. Donc, je trouve que l'engagement, c'est sacraliser, en fait, cette énergie du cœur, cette envie du cœur. Voilà, donc ça, c'est important. En revanche, nos institutions, l'entreprise devrait avoir une obligation de moyens pour créer des espaces d'engagement. L'école devrait apprendre l'engagement. Aujourd'hui, l'engagement, c'est la tarte à la crème, hein, l'éducation civique et citoyenne. Je veux dire, c'est essentiel dans un projet éducatif de transmettre cette envie à des jeunes citoyens de pouvoir s'engager pour le bien commun, de vouloir vivre ensemble. C'est autant aussi important que les maths, que le français, que l'histoire-géographie. Donc, pourquoi pas l'école, l'institution, l'enseignement supérieur puissent créer des espaces, valoriser l'engagement et avoir cette obligation de mettre dans un projet éducatif l'engagement, par contre de le faire intelligemment, parce que quand on oblige, en effet, ça ne fonctionne pas l'individu. Et puis en plus, culturellement, on ne marche pas à l'obligation, on est culturellement, voilà, on fonctionne un peu autrement. Par contre, on peut créer des cadres, et donc ça pourrait être un projet. Donc à cet endroit-là, j'ai envie de défendre
mais aussi pour le choix et envie de mettre un peu de contradiction, mais d'obliger nos institutions à poser un cadre d'engagement, à y mettre des moyens. Par contre, que ça ne repose pas à l'échelle de l'individu, que cette obligation ne soit pas sur l'individu. Voilà. Super inspirant, Émeric. Je pense comme toi que l'injonction ne peut pas reposer sur les individus. Par contre, les entreprises, elles vont être obligées de s'engager un jour ou l'autre, tout degré ou de force, parce qu'un jour, pour recruter, il va falloir avoir un peu de sens et d'utilité. C'est déjà la guerre du recrutement, mais dans les années à venir, ça va être pire. Et puis que le modèle de l'entreprise qui ne se pose pas trop de questions sur son impact ni social ni environnemental et qui performe lucrativement pour redistribuer une richesse à quelques actionnaires, on sait tous que ça commence déjà à atteindre ses limites et ça risque de ne pas être très pérenne. Donc je pense que les entreprises de toute façon sont obligées de se poser la question de leur utilité et de leur responsabilité, qu'elles vont être obligées, pour les premières qui se la posent déjà, c'est déjà en chemin. Il y a déjà plein de formes d'entreprises engagées. Je voyais une question dans le chat, là, des petites, des grandes, des moyennes. L'engagement aujourd'hui en entreprise, il existe sous toutes ses formes, dans beaucoup de domaines, dans les énergies, le transport, le service. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives partout en chemin. Il y a beaucoup d'entreprises très en retard. Et donc, effectivement, celles-ci, elles seront de toute façon, je pense, obligées il y aura une injonction à s'engager un jour parce que si elles n'ont pas de sens, parce qu'elles ne sont pas utiles ou qu'elles s'en foutent de leurs impacts ou qu'elles n'ont que des impacts négatifs parce qu'elles s'en sont pas préoccupées, bah, elles attireront plus personne, ni finance, ni employés, ni rien du tout. Donc, un jour ou l'autre, ça va Voilà. Après, ça peut pas être une injonction individuelle à tous les collaborateurs de l'entreprise. Il faut faire attention à cette mesure d'impact qui devient aussi une injonction vachement. Enfin, moi, je vois que du coup, on devient chiant avec les assos parce qu'on leur fait remplir 80 000 formulaires de mesure d'impact et c'est pas leur job. Donc, il faut faire gaffe aussi à cette injonction de la mesure d'impact. Voilà, il faut qu'elle soit raisonnable et raisonnée. Et surtout, je pense que ça impose une exemplarité des dirigeants de l'entreprise qui veut s'engager. Antoine et Émeric en ont parlé, hein, greenwashing, social washing, un truc obligatoire. Il est perçu de façon monstrueusement négative par les collabs si c'est pas porté par la direction, si c'est pas des dirigeants exemplaires qui donnent les moyens et qui donnent un cadre. Et donc voilà, il faut quand l'entreprise s'engage collectivement, les dirigeants ont une responsabilité à engager leur entreprise, mais à s'engager eux-mêmes et à être exemplaires parce que ça crée des clashs de valeurs assez violents. Il y a un petit sujet d'écran. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, et du coup, je pense que ça bouge vers l'hybridation des modèles, quoi. Un participant qui a pris le pouvoir, là. Et pour faire écho à ce que tu dis, Olivia, moi j'ai un peu un rêve, ça serait d'inverser le rapport de force. Que ce soit l'association qui choisisse ses financeurs en leur posant la question, quelles sont vos valeurs, quel est votre impact, quel est votre engagement. D'accord, j'accepte d'associer mon image de marque, entre guillemets, mon impact à votre logo sur ma plaquette. Et que ce ne soit pas dans l'autre sens, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est vraiment mon rêve d'avoir cette inversion finalement de rapport de force. Est-ce que Richard, je crois que c'est Passerelle et compétences, peut départager son écran parce qu'on voit tout? Donc, ne serait-ce que pour la vie privée de Richard. Super, merci beaucoup. Merci pour vos quatre réactions et merci pour votre sincérité. Je trouve que c'est des moments où on se dit les choses. En tout cas, j'espère que ça apporte un peu de grain à moudre à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont encore à nos côtés à 10h14. Moi, je retiens cette idée de ne pas forcément vouloir faire consensus et je t'en remercie, Émeric. Puis on est dans une belle période électorale politique et en fait, ce sont des questions éminemment politiques. Et c'est ce qu'on se disait aussi quand on discutait. On redevient acteur politique dans le sens, on est toutes et tous des acteurs de la cité, de l'organisation de la cité, de notre société, du lien collectif qui nous permet de vivre ensemble, de créer un faire ensemble. Et ces questions-là, finalement, ont des impacts sur les individus, mais sur les collectifs d'individus ou les organisations, les structures qui les rassemblent. Et donc, ce sont des questions éminemment politiques. On parle de liberté, on parle de cohérence, on parle de commun
plutôt que de marché. Voilà, donc c'est des visions aussi du monde qui se confrontent et qu'on continuera à confronter pour que la vitalité démocratique continue de vivre. Et le monde associatif est là pour ça, le monde de l'entreprise aussi. En tout cas, la porte est ouverte à ces questions-là. Je vois qu'il est 10h15. Je propose d'ouvrir à une ou deux questions. Alors, je vais avoir besoin de l'aide de Charlotte. Donc, si quelqu'un veut lever la main, désigner peut-être un interlocuteur, une interlocutrice si besoin. Et puis, je vous proposerai de refermer les questions à 10h25 pour que je vous partage les quelques actus de Pro Bono Lab et puis vous libérer à 10h30. Donc, si quelqu'un a envie de se lancer, c'est le moment. Déjà une question, Agathe, de Anne Lambin, qui aimerait avoir une idée du budget pour mettre en place un programme d'engagement au sein d'une entreprise en fonction du nombre de collaborateurs, par exemple. Peut-être que Olivia ou Antoine pourraient apporter quelques C'est assez compliqué. précisions. C'est assez compliqué. Moi, je recommanderais de garder son budget pour recruter des gens et donner du vrai temps aux collabs qui souhaitent s'engager. Je sais que beaucoup d'entreprises choisissent des plateformes et des choses comme ça et mettent des 4 000 € à droite et des 4 000 € à gauche. Et je pense que c'est pas du tout la première dépense utile. Donc je pense que la première dépense, c'est savoir combien de gens je peux recruter en plus pour du coup combien d'enveloppes de temps je peux proposer à combien de collabs pour qu'ils puissent sur leur temps de travail s'engager. Et je dirais qu'après, je garderai une petite enveloppe d'accompagnement par un Pro Bono Lab ou autre pour s'engager dans l'aventure en accompagnant correctement les collabs. Après, les échelles, c'est très compliqué. Ça dépend du nombre de salariés, ça dépend du budget que vous avez. Il faut faire avec ce qu'on a de façon un peu maligne. En tout cas, je ne recommande pas les moultes intermédiaires, genre plateforme d'engagement, qui sont une dépense qui, pour moi, ne font pas la promesse de l'accompagnement et qui vous piquent un bout de votre budget qui n'est pas hyper prio 1 au départ, quoi. Aymeric, tu veux réagir aussi peut-être? Oui, je dirais, je pense que c'est essentiel d'associer du budget à l'association, c'est-à-dire d'allouer du budget aux associations qui accueilleront vos collaborateurs. Et ne pas sous-estimer en fait que le travail, pour avoir été de ce côté-là, pour avoir mobilisé des collaborateurs, le travail que ça demande pour une association de se préparer à accueillir le collaborateur, de préparer des conditions à ce qu'il agisse, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir faire le reporting. Et donc, déjà, il devrait y avoir une partie du budget qui permette ça, cette première chose, mais ensuite une autre partie du budget qui finance aussi l'action finalement de l'association. Et donc, parfois, alors ça a changé, mais moi au début c'était dire, déjà on donne du temps, alors on va pas pouvoir donner de l'argent, mais je dis en fait si, il faut donner du temps et de l'argent, et donc ça c'est important qu'une partie du budget soit en effet allouée aux associations. Et après, ce qui peut être intéressant en termes de budget à allouer, il faut le penser peut-être aussi politiquement, c'est-à-dire de dire quelle part de son chiffre d'affaires ou éventuellement quelle part de son résultat net avant ou après impôt on a envie d'accorder. Qu'est-ce qui est symboliquement fort en termes de marqueur vis-à-vis de la société, de dire j'attribue une partie finalement de ma ressource financière, mais c'est un pourcentage. Et donc si on se dit ok, c'est 0,5%, voilà, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est 1%? Voilà, déjà, est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10%? Et donc, je trouve intéressant de l'amener sur ce pourcentage-là. Mais j'aurais pas d'exemple. On a parlé d'1% pour la planète. Voilà, c'est un exemple. Mais déjà, est-ce que 1% pour la planète, c'est suffisant? On pourrait se poser la question au vu des enjeux. Donc là, voilà, à chacun de voir le pourcentage. Mais ça peut être intéressant, plutôt que de partir combien ça coûte, c'est symboliquement, dans mon business model, quelle est cette part que j'ai envie de rétribuer? Et puis d'en donner une partie justement aux associations qui, elles, agissent sur les sujets au quotidien. Et dans ce que tu dis, Aymeric, tu parles de la partie un peu philanthropique du mécénat, mais il y a aussi combien de mes partenaires, de mes fournisseurs par exemple, seront labellisés ESU. Et donc combien finalement de mes investissements en tant qu'entreprise, je vais flécher vers des structures qui ont une externalité positive. Et il y a aussi cet aspect, je pense, fonctionnement interne de l'entreprise et business, sur lequel il faut poser la réflexion de se dire combien je veux dédier finalement à avoir un meilleur impact. Et aussi, je suis désolé, je réagis à ce que tu dis, mais ce qui est aussi sensibiliser les gens qui font du mécénat de compétences, de leur dire, en face de vous, les bénéficiaires, le temps, c'est leur ressource la plus précieuse.
quand on est un entrepreneur social ou quand on travaille dans une association, on a très peu de temps en fait à dédier à ce genre de rencontres et il faut faire en sorte que ce soit très utile, très efficace et c'est pour ça qu'on a besoin de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier ou alors d'apprendre ça sur le terrain. Mais vraiment le temps, on n'est pas là pour faire perdre du temps et on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour vraiment créer quelque chose avec ce temps-là qui soit win-win finalement. Merci pour vos réponses, qui vont un peu plus loin et c'est super d'ouvrir ces portes. Charlotte, est-ce qu'il y aurait une autre question à laquelle on pourrait répondre, en 5 minutes? Ouais, il y a une question peut-être, une question de Lola, hein, sur pourquoi la mesure d'impact et pas le rôle des associations. Je la trouve intéressante. Ouais, j'en ai fait 3 de mesures d'impact. Ça coûte beaucoup d'argent, déjà de faire une mesure d'impact dans les règles de l'art. Ça demande énormément de temps aussi du côté de l'association. Donc en effet, c'est son rôle en tant que toute organisation à le devoir de pouvoir mesurer, hein, l'efficience de ses actions, son impact social, environnemental. Par contre, c'est pas sous-estimer en fait le coût que ça représente pour une association. Et donc là aussi, quand on est un financeur et qu'on exige un certain nombre de métriques, il faut regarder aussi qu'est-ce qu'on a apporté face à ça. Donc voilà, si je demande 5 000 € et que je demande tout un rapport d'impact, en fait, il y a il y a un décalage, quoi. Donc voilà, une mesure d'impact, c'est 30 000 €. Ça se confie à des gens qui sont des experts. Alors minimum 30 000, il y en a qui ont financé jusqu'à 100 000 €, mais c'est de l'expertise. Il faut des sociologues, il faut des statisticiens. En fait, c'est une vraie expertise. Donc ça se finance. Et donc, si c'est important pour l'entreprise d'avoir des maîtrises qu'elle veut valoriser, il faut qu'elle puisse aussi valoriser financièrement et donc soutenir l'association pour pouvoir justement qu'elle puisse avoir les moyens de faire une étude d'impact si elle n'a pas encore les ressources pour pouvoir le faire. C'était mon point, effectivement, Lola. Je disais pas du tout que c'était pas le rôle de l'asso. Je mettais en garde plutôt sur le comportement des entreprises qui ont tendance à vouloir afficher des impacts sur leur site web et qui, du coup, envoient des formulaires. Enfin, effectivement, comme le dit Émeric, si j'ai donné 5 000 € à un garage solidaire, je vais pas me permettre de lui faire passer 3 semaines pour répondre à 18 formulaires qui, parfois, vont nécessiter d'aller interroger des publics vulnérables pour savoir la voiture que vous avez achetée, elle vous a permis quoi? Est-ce que vraiment je prends du temps à des gens en difficulté, en insertion pro, pour qu'ils viennent répondre au formulaire de la Fondation Roule. Non, enfin, il y a des fois où je trouve qu'il faut voilà, garder un peu du bon sens et se dire, on ne peut pas toujours mesurer les impacts de tout. Et il faut l'accepter, quoi. Et en tout cas, mesurer correctement de l'impact, ça nécessite du temps, de l'argent, et ça prend du temps à une association dont c'est pas le job premier, quoi. Donc, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas demander aux assos, quand on est une entreprise engagée, 3 milliards de temps passé pour répondre à un appel à projet, 3 milliards de temps passé pour répondre à un formulaire de mesure d'impact. Enfin, c'est pas le job des assos, quoi. Elles ont autre chose à faire de plus utile. C'était ça mon point. Et Et j'aime bien puis, comparer l'engagement avec le marketing, parce que personne ne penserait à vraiment avoir un retour sur investissement très chiffré du marketing. C'est plutôt des investissements long terme, c'est les rails qui vont guider après la stratégie commerciale. Et pour moi, l'engagement de l'entreprise, c'est un peu les rails qui vont lui permettre d'acquérir des compétences dont elle aura besoin pour créer un écosystème, pour pouvoir avoir plus d'impact à l'avenir, pour changer sa gouvernance interne. Et je trouve qu'on devrait présenter les choses comme l'engagement, finalement, c'est un investissement qui fait gagner aussi à l'entreprise et pas que aux bénéficiaires. Il y a un vrai retour, mais c'est pas un retour très chiffré. Et c'est, je pense, une erreur de vouloir absolument le chiffrer, que ce soit interne ou externe. il y a un point de vigilance aussi dans la réappropriation des impacts du coup par les financeurs, hein. Parce que parfois on veut valoriser ça, donc il faut aussi réassocier le soutien à la juste part des impacts que ça a généré, hein. Voilà. Donc c'est le point de réflexion. Je vois que l'heure tourne, donc du coup, je vais créer de la frustration. Pour celles et ceux qui avaient encore des questions, je vois qu'il y avait des mains qui se levaient. N'hésitez pas à les noter dans le chat pour qu'on puisse soit vous répondre derrière, soit voir si on lance un volet numéro 2. Je tiens à remercier chaleureusement Charlotte, Olivia, Antoine et Emeric pour votre présence,
les idées qui ont été proposées, ouais, vos passions et votre sincérité pour ce débat que je trouve, moi, très éclairant et qui nous anime aussi au quotidien chez ProBonoLab. Ça fait partie des choses qu'on aime faire, donc se poser ces questions, s'interroger et le diffuser largement. En tout cas, essayer de vous embarquer, celles et ceux qui sont autour des écrans, vous embarquer dans ces interrogations-là. J'en profite pour vous ouvrir la porte sur nos prochains événements. Nous avons le 31 mai matinée, on n'a pas encore l'horaire, un événement qui sera probablement en présentiel avec on essaiera d'avoir soit un live, soit un replay sur le sujet suivant: plateforme de l'engagement, peut-on parler d'une ubérisation? Donc, sujet hautement passionnant qui va nous faire vibrer pendant quelques heures, qu'on est en train de préparer avec les entreprises pour la cité, LEPC. On animera ça avec LEPC. Donc, ce sera un événement ProBonoLab et LEPC pour prendre de la hauteur sur ces fameuses plateformes d'engagement dont on parle beaucoup. Et donc, on va s'interroger avec le plus de neutralité possible sur ce que ça crée et ce que potentiellement ça détruit. Point d'interrogation. Donc, on sera ravis de vous avoir à nos côtés le 31 mai dans la matinée. Les invitations viendront quand on aura le lieu, l'heure exacte. Et également, on a une formation sur le mécénat de compétences avec l'ADMICAL les 7 et 14 juin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe, on pourra vous donner plus d'informations. C'est le moment de clôturer ce beau sujet. Donc, l'engagement, une nouvelle case à cocher. Je vous laisserai conclure chacun et chacune au regard des échanges qu'il y a eu. En tout cas, il y a vraiment un vent de liberté dans l'engagement et essayons d'en prendre soin. Il y a des frontières qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent entre des mondes qui ne se connaissent pas nécessairement, mais qui pourraient aller dans le même sens. Et Aymeric, c'est ce que tu vas porter avec le Bachelor Act, s'engager pour la transition écologique, la citoyenneté et nos enjeux sociétaux, et d'être les uns avec les autres pour essayer d'y œuvrer. On y croit, ça fait sens. Maintenant, à nous de nous mettre en coopération pour faire rayonner ces sujets-là. Et j'ai appris que coopération, ça voulait dire co-œuvrer. Donc, il y a une idée d'œuvre d'art derrière. C'est pas juste de travailler ensemble, c'est de faire ouvrage, faire œuvre ensemble. Donc, ça ouvre une dynamique un petit peu plus large. Et au plaisir de répondre à vos questions si vous en avez par ailleurs. On a des ressources qu'on vous partagera. Il y a des ressources que Charlotte, côté Fonda, a en tête, des ressources qu'on a aussi côté ProBonoLab, et notamment une assez large sur ce qui est l'impact, au croisement de beaucoup de ressources qui existent sur Internet. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à lever la main. Ça nous prendra peut-être un peu de temps, mais on vous fera un retour dans les semaines à venir. Merci d'être restés parmi nous jusqu'à 10h27 et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée avec beaucoup d'engagement. À bientôt et Merci merci. beaucoup. Merci.